Donc aujourd'hui, là, on va faire un petit cours sur les processeurs. Donc on va revoir un petit peu les différentes architectures. Donc faire notamment des rappels sur le microcontrôleur et des présentations sur le GPP, donc le processeur que nous on va plutôt aborder pendant cette matière-là. Et puis après voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du CPU de ce type de processeur en particulier. Donc pour info, un petit historique très rapide. 47, c'est l'invention du transistor bipolaire. Donc c'est ce qui a révolutionné l'électronique au sens où on n'utilise plus des composants mécaniques, donc comme des relais ou des tubes à vide. Et on passe sur le transistor, donc du semi-conducteur, ce qu'on appelle en anglais solid state, donc quelque chose à l'état solide, mais surtout qui ne bouge pas, quoi, donc sans pièce mécanique. Donc voilà, 47, transistor bipolaire, et c'est ce qui a donné lieu à un prix Nobel derrière ça. Okay, tellement ça a révolutionné l'informatique. Et pour la petite histoire, le transistor bipolaire, c'est celui qui équipait les processeurs de PC jusqu'au milieu des années 90 à peu près. Okay. Depuis, on est passé sur un autre type de transistor, les transistors FET, MOSFET peut-être, vous avez entendu parler, donc transistor à effet de champ. Et ces transistors-là, voilà, n'ont pas donné lieu à un prix Nobel. Par contre, ce sont ceux qui équipent les ordinateurs et la plupart des circuits intégrés denses maintenant. Okay. Et en fait, entre les deux, on a eu l'invention des circuits intégrés, donc circuits intégrés au sens puce, c'est comme ça qu'on le vend à quelqu'un qui ne parle pas l'électronicien. Mais du coup, la puce, voilà, c'est ou sur un seul bloc de silicium, vous avez au final plusieurs plusieurs transistors associés, pour faire soit des circuits amplificateurs, soit des circuits logiques, des choses comme ça. Et pareil, le circuit intégré, ça a donné naissance à un prix Nobel. Yes. Le transistor à effet de champ, très simplement, comment ça fonctionne? Vous avez deux zones. On va prendre la zone, ici la source et le drain qui sont dopés N. Donc on a rajouté beaucoup d'électrons. Et vous avez en bleu la zone dopée P, où là on a dopé avec beaucoup d'atomes qui ont au final une carence en électrons. Ce qui fait que on va avoir une charge électrique plutôt positive au niveau de la zone bleue, ce qu'on appelle le substrat, et une zone électrique plutôt négative dans les zones qui sont notées N+, donc la source et le drain. Et en fait, la chose que vous faites, c'est en appliquant une tension sur la gate, sur la grille ici, vous allez attirer le peu d'électrons qu'il y a dans la zone P, vous allez l'attirer au niveau de la grille, et ça va faire ici une zone qui va être au final avec beaucoup d'électrons, qui va pouvoir relier la source et le drain, qui eux sont aussi beaucoup dopés en électrons. Et comme ça, vous créez un canal qui permet de faire circuler un courant d'un endroit à un autre. En fait, le transistor, surtout le MOS, il est facile à voir comme ça, c'est une résistance variable. Okay, vous venez apporter un petit peu d'électrons ou beaucoup d'électrons ici, et ça vous fait un canal qui va être plus ou moins large, et ça vous fait une résistance variable. Okay, donc ça, c'est comme ça qu'on le voit en amplification. Nous, en numérique, on le voit en bloqué ou saturé. C'est-à-dire, soit j'attire rien, soit j'attire tout. Okay. Pour attirer les électrons, ici, c'est pas compliqué, j'applique une tension positive, le plus attire le moins, et tous les électrons vont se retrouver ici. Et voilà. D'une autre manière, l'analogie que j'aime bien, c'est au final, c'est un robinet. Okay. Vous avez une entrée d'eau, une sortie d'eau, et selon le nombre de tours que vous faites avec le robinet, bah, vous laissez passer plus ou moins d'eau. Okay. Donc voilà, ces transistors-là, associés ensemble, ont pu donner naissance au premier processeur commercial, le 4004, qui vient d'Intel et qui est sorti en 71. Alors, premier processeur commercial, parce qu'en réalité, l'armée américaine avait déjà développé un processeur tout intégré. Et du coup, 71, ouais, pour vous rendre compte, moi j'aime bien, c'est la fun fact que je raconte en soirée quand je veux briller, on est allé sur la Lune sans processeur au final. Voilà. Et ça, moi je trouve ça assez hallucinant. Bref, 4004, c'est 2300 transistors gravés en 10 micromètres. Okay. C'est un processeur 4 bits, 16 broches. Qu'est-ce que c'est dire 4 bits comme processeur? Quand on parle d'un processeur 4 bits. Ouais. Le processeur va faire des opérations seulement avec 4 bits? Ouais, le processeur peut faire des opérations, alors seulement, c'est pas sûr, mais des opérations nativement sur 4 bits. Très souvent, on dit que la largeur de son bus de données ou la largeur de l'unité arithmétique et logique fait 4 bits. Ce qui fait que naturellement, elle peut faire des opérations 4 bits. Et du coup, elle peut faire des opérations de 2 bits, par exemple. Et puis, elle peut émuler des opérations 8 bits.
Ok, donc on a 16 broches. Son ISA compte 45 instructions. C'est quoi ISA déjà? Ou ISA? Ouais. L'assembleur, les instructions ensemble un petit peu. Ouais. Alors on a un terme français pour ça. Ou si vous voulez me le donner en anglais, c'est possible aussi. Instruction set architecture. Ok. Et en français, c'est instruction set, tout simplement jeu d'instructions. Ok. Donc sur le jeu d'instructions, l'ensemble des instructions mises à disposition du développeur, eh bien, il y en avait 45. Ok. Et du coup, il pouvait réaliser 90 kIPS. Et ça, pareil, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, kilo instructions par seconde. Donc là, 90 000 instructions par seconde. Ok. Maintenant, on parle de MIPS, plus, parce qu'on n'est quand même pas loin du méga instructions par seconde. Et des fois, vous pouvez voir des flops. Alors là, on est plus sur les cartes graphiques. C'est floating operation par seconde. Donc c'est le nombre d'opérations virgule flottantes. Donc tout ça pour $60. Si vous regardez sur eBay, vous pouvez le retrouver. Il en existe quelques-uns, mais ils sont à plus de $1000. Voilà, parce que des fonctionnels de cette époque-là, ça se fait rare. Et donc, ce 4004, ce processeur-là, il a été conçu pour la première fois pour fonctionner sur une machine à calculer, que vous voyez ici. Et on retrouve avec ça de la ROM, le 4001, de la RAM, le 4002, et le 4003 qui est un registre à décalage qui permet, entre guillemets, d'augmenter artificiellement le nombre d'entrées-sorties de ce processeur-là. Okay. Parce que 16 broches, là, vous voyez, il y a bien plus que 16 boutons sur la façade de la machine à calculer. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas assez d'entrées sur le processeur. Donc, registre à décalage. Et comme ces composants-là sont faits pour fonctionner ensemble, on appelle ça un jeu de composants, un chipset. Okay. Et ça vous rappelle peut-être ce qu'on a déjà vu sur la carte mère au premier chapitre. Yes, voilà. Et là, du coup, vous avez une carte mère. Vous avez en plein milieu le 4004. Ici, le 4002 est là aussi. Donc ça, c'est la ROM. Non, pardon, la RAM. J'ai dit quoi? Je suis perdu. La RAM, c'est ça. Vous avez le 4001 qui est la ROM. Donc là où vous allez stocker le programme. La RAM, du coup, utilisée pour un travail. Et un petit peu en dessous à gauche, le 4003, donc le registre à décalage, qui permet du coup d'interfacer, vous le voyez avec les circuits, les pistes ici, l'ensemble des entrées des boutons poussoirs de chacune des touches en fait du clavier. Ok. Et ça, du coup, ça ressemble, voilà, c'est clairement l'ancêtre de la carte mère. Ok. Donc ce 4004, il ressemble à ça quand vous prenez une photographie au microscope. On voit d'ailleurs les broches qui relient, je vous avais parlé des fils d'or peut-être, qui vont, vous avez la puce que vous allez poser dans un boîtier, vous allez relier ces broches-là, ces pistes-là, sur les broches externes du boîtier. Donc c'est fait avec des fils d'or qui viennent souder comme ça. Et voilà. À titre de comparaison, processeur Intel 13e génération, il y a un petit peu de différence. On passe de, j'ai dit combien, 2300 transistors à, le nombre n'est pas donné, mais on est, je crois que j'en ai un juste après, non je n'ai pas juste après. On est beaucoup, on est de l'ordre du milliard, dizaines de milliards même. En termes de prix, on est pas mal. Pour aller taquiner un petit peu la comparaison, je suis quand même monté sur un truc très haut de gamme. 7 nanomètres en lithographie, 24 cœurs, 32 threads, ça limite on va en reparler, et 125 watts, donc ça chauffe un petit peu. Ok. 24 cœurs, vous voyez ce que ça veut dire? Ok, on en reparlera alors. Les threads, pareil, les threads ce sont des cœurs logiques, et quand on vous parle de corps, ici ce sont des cœurs physiques. Donc je ferai la distinction un petit peu plus tard. Et lithographie, 7 nanomètres, ça vous parle ou pas? La finesse de gravure. En fait, la finesse de gravure, je reviens un petit peu en arrière, c'est la longueur L que vous avez ici. La distance entre la source et le drain fait 7 nanomètres. C'est faux. C'est un nom marketing, sûrement qui suit la loi de Moore, mais à l'époque, le 4004 où c'était marqué 10 micromètres, il y avait vraiment 10 micromètres. Là, pour les nœuds qui sont appelés 7 nanomètres, on est plutôt de l'ordre de 30 nanomètres en fait. D'écart entre deux. Voilà. Donc ce qui fait à peu près 300 atomes de longueur. C'est pas mal. Arriver à maîtriser à ce point-là, c'est pas mal. Ouais, ben j'en reparlerai plus tard. Ok.
Et là, du coup, les processeurs, vous en avez vu un l'an dernier, qui est le MCU, microcontrôleur. Aujourd'hui, nous, on va se concentrer sur le GPP. Enfin, aujourd'hui, et puis les cours qui suivent. Donc, ces deux processeurs ont comme particularité commune d'être des processeurs dits de contrôle, supervision. Ils ne sont pas orientés calcul. Leur boulot, c'est de faire tourner un code applicatif où on va notamment faire des tests, aller regarder des informations d'entrée, réfléchir un petit peu et agir en conséquence. Ok. Dans la même veine, il y a le processeur applicatif. Le processeur applicatif, c'est celui qui équipe vos smartphones. On va voir un petit peu la différence entre tout ça. Et d'un autre côté, on a tous les processeurs... Voilà, il manque. Je recommence. Toc, toc, voilà, il manquait l'animation. Et d'un autre côté, on a les processeurs orientés calcul. FPGA, vous n'avez pas encore vu. Hein. Ça viendra. Si ? Ouais, vous avez fait du logiciel, mais vous n'avez pas vraiment étudié le FPGA. Le cours FPGA viendra plus tard. Donc vous avez commencé à toucher un petit peu, mais voilà. Donc le FPGA, vous savez qu'il y a un composant un petit peu particulier parce qu'il n'y a pas de CPU à l'intérieur, c'est que la logique câblée. Vous venez au final graver des portes logiques. On a d'autres processeurs, le GPU, ça vous en avez peut-être entendu parler, surtout si vous avez une carte graphique. Donc qui est l'équivalent du GPP, mais en orienté calcul. Et on a le DSP, qui est l'équivalent du MCU, mais orienté calcul. Et là, justement, nous, on va essayer de voir la différence entre MCU et GPP. Du coup, vous comprendrez la différence entre DSP et GPU plus tard. Et puis le processeur applicatif, pareil, vous le verrez dans un prochain cours l'année prochaine. Yes ? Et du coup, on a les architectures hybrides, évidemment, avec les SoC, System on Chip, ou SOB, System on Board. Typiquement, votre PC, c'est un System on Board. Pourquoi ? Parce que vous avez un GPP et un GPU qui se trouvent sur la même carte. Alors du coup, le microcontrôleur, rappel, c'est ça. Qu'est-ce que vous vous souvenez sur le microcontrôleur ? Je précise ma question. À quoi ça sert ? Dans quel cas on va utiliser un microcontrôleur ? C'est quoi ces marchés ou c'est les domaines qui sont visés ? Pas d'idée ? Alors, à votre avis, est-ce que je peux mettre un PIC 18 sur mon PC ? Non, pas sûr. Pourquoi ? Pourquoi je pourrais pas ? Qu'est-ce qui est important sur un processeur ? Les flops, où on en a parlé un petit peu avant là, les IPS. Parce qu'un microcontrôleur, ça a beaucoup de puissance de calcul. Le microcontrôleur peut faire seulement une instruction par fois, c'est ça ? Alors oui, il y a ça aussi. C'est pas vrai pour tous, mais effectivement, on va considérer que les microcontrôleurs peuvent exécuter une seule instruction à la fois. On appelle ça des processeurs monocore, parce qu'ils ont un seul cœur, un seul CPU. Par rapport aux processeurs qui sont multicore, comme celui juste avant, où là vous avez plusieurs cœurs, on les retrouve là. Toc, 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 toc. Il y en a là aussi, il y en a là aussi. Bref, là, il y en a beaucoup. Ok. Donc ouais, il y a ça. Mais du coup, s'il est fait pour avoir s'il a une faible puissance de calcul, est-ce que c'est grave ? Pas forcément. Du coup, il va être utilisé pour des applications particulières qui ne nécessitent pas grosse puissance de calcul. Okay. Donc en fait, le microcontrôleur, il va être sur des applications basse puissance de calcul, ce qui implique aussi basse consommation. Vous avez vu le processeur juste avant que je vous ai montré, l'Intel 13e génération, 125 watts. Okay. Des microcontrôleurs, il y en a qui tournent en veille à 10 microwatts. Et en fonctionnement quelques milliwatts. Vous voyez un petit peu l'état de votre batterie à côté ou pas ? Okay. Donc le microcontrôleur, basse puissance de calcul, certes, mais aussi basse consommation, voire très basse consommation. Et microcontrôleur, vous avez une idée du prix en comparaison à un GPP ? On va jouer au juste prix. Non, mais pour dire, vous avez vu le processeur juste avant là ? Je vous ai montré 590$. Alors forcément, on peut en avoir des moins chers, hein. On peut en avoir à 200$, voire encore un peu moins. Microcontrôleur, est-ce qu'on est dans ces eaux-là ? On est beaucoup moins cher. On est de l'ordre du dollar, voire dizaines de dollars grand max. Okay. Donc le prix n'est pas du tout le même. Donc si vous voulez faire la grosse production avec un truc qui ne consomme pas, allez, le microcontrôleur, il est pour vous. Okay. Donc s'il y a un truc à retenir, différence entre microcontrôleur et GPP,
Vous allez voir, au bout des 3 ans, vous allez voir différentes architectures de processeurs. L'idée, c'est de voir pour quel cas j'utilise chacun de ces processeurs-là. Microcontrôleur, basse consommation, faible coût. Par contre, on est d'accord, faible puissance de calcul. Ok. Il y a un autre intérêt au microcontrôleur, c'est que j'ai le CPU. Le CPU, c'est le cerveau, c'est lui qui va exécuter toutes les instructions. Mais en embarqué, j'ai la mémoire. Alors là, j'ai marqué main memory, mais il y a aussi la mémoire programme, qui est ici. Et j'ai les périphériques. Tout ça dans un boîtier. Et tout ça, ça coûte de 50 centimes à 10 €. Ok. Qui a fait son PC là déjà? Ok, vous avez une idée du prix du processeur? Vous avez une idée de la RAM? Vous avez une idée du SSD? Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé que du processeur. Mais on est d'accord pour rajouter tout ça. Okay. Alors que dans le microcontrôleur, SSD, enfin l'équivalent SSD et l'équivalent RAM sont déjà intégrés. Et pareil, hein, si vous avez l'USB à faire, le périphérique USB est déjà encodé dedans. Enfin, est déjà intégré dedans. Okay. Les codecs audio, il peut y en avoir déjà intégrés dans le microcontrôleur. Pareil pour la partie réseau. Okay. Donc les microcontrôleurs, voilà, vous avez aussi tout qui est intégré, ce qui fait que le PCB derrière est beaucoup plus simple. Par opposition, du coup, je vais partir sur le GPP. Le GPP, donc General Purpose Processor, processeur à usage générique. Voici à quoi il ressemble. Quelles sont les différences avec le schéma précédent? Le nombre de CPU. Le nombre de CPU. Sur le microcontrôleur, j'en ai mis un, même si c'est possible d'en rencontrer avec plusieurs cœurs. Mais là, sur le GPP, il y en a forcément plusieurs. J'en ai mis que 2 ici. Aujourd'hui, on est à bien plus que 2 par défaut. Mais c'est juste pour représenter le fait qu'il y en ait plusieurs. Puis un petit peu par flemme aussi. Donc on a un CPU, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre? Quantité de mémoire. Est-ce qu'il y a de la mémoire dedans? La cache. La cache n'est pas vraiment une mémoire. On le verra, la cache, en final, c'est une copie mémoire, c'est une technique d'accélération. Mais vous ne pouvez pas stocker directement des informations, vous, dans la cache. Ok. On en reparlera plus tard. Donc la cache, c'est pas une mémoire. Et là, d'ailleurs, je me suis foiré, j'aurais dû rajouter un S. Ici, c'est pas memory. Et IO controller, c'est memory and IO controllers. C'est-à-dire vous avez un contrôleur mémoire. La mémoire n'est pas intégrée au processeur, au GPP. Vous avez un contrôleur qui permet d'y accéder, mais la mémoire n'est pas directement intégrée au processeur. Ok. Est-ce que vous voyez autre chose? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui a disparu? Les périphériques. Les périphériques ont disparu. Tout sera sur la carte mère. Ok. Donc voici les principales différences. Microcontrôleur, tout est intégré dedans un maximum. GPP, il n'y a quasiment rien dedans. Okay, il y a juste plusieurs cœurs. Et on va voir tout ce qui est rajouté autour. C'est pour essayer d'aller plus vite. On verra la surface utile vraiment en termes de calcul d'un processeur. C'est 5-10%. Okay. Tout le reste, on verra que c'est la fioriture qui a été rajoutée pour essayer d'accélérer l'exécution du programme. Ah, et puis oui, forcément, je ne parle pas du logiciel qui est intégré dedans, enfin qui est exécuté. Microcontrôleur, c'est ce qu'on appelle un firmware bare metal. Donc firmware, c'est juste le logiciel édité par un développeur et qui n'est pas censé changer. Okay. Et bare metal, c'est dire directement dans la... Enfin, sur le métal nu directement, mais directement intégré sur la flash, sur la mémoire programme. Il n'y a rien d'autre qui va faire exécuter le programme. Alors que sur un processeur de PC, un GPP, vous avez d'abord un système d'exploitation qui tourne. Et c'est le système d'exploitation qui se charge d'exécuter vos programmes. Okay. Et du coup, troisième processeur qui est un petit peu hybride, c'est le processeur applicatif, celui qui se retrouve dans vos téléphones. Là, point commun avec le microcontrôleur, il y a CPU, périphérique et de la mémoire interne. Point commun avec le GPP, il y a plusieurs CPU. Il y a de la cache, on reviendra dessus plus tard. Et il y a aussi contrôleur mémoire, c'est-à-dire on rajoutera la mémoire externe. D'accord? Donc on est vraiment sur de l'hybride, ce qui fait que là on arrive sur des prix qui sont intermédiaires entre le microcontrôleur et le GPP, sur des puissances de calcul également intermédiaires et sur forcément la consommation aussi intermédiaire. Ok? Pour l'instant, vous n'avez pas de gros ventilos avec water cooling sur vos téléphones. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et avec ça, on fait tourner un OS relativement léger, Android, iOS, qui sont des systèmes d'exploitation. Hein. C'est avec ça que vous lancez vos autres logiciels, vos applications. Par contre, il n'est pas aussi gourmand que Windows ou que Linux. Yes? Ouais. Ça se trouve, effectivement, Apple avec les M1. Voilà, effectivement, c'est ça. Voilà.
Là, du coup, ARM commence à essayer de grignoter justement chez Intel AMD, de ce point de vue-là. Et il y a encore une autre architecture, RISC-V, qui est toute nouvelle, qui est Open Hardware. Donc là, le plan des transistors est même donné, tu vois. Et le marché essaierait justement aussi de prendre et les téléphones et les PC. Mais ça, voilà, c'est en veille, on regarde ça de loin, nous. Les industriels regardent ça d'un petit peu plus près, mais ils ne le disent pas trop fort. Et voilà. Peut-être qu'on en reparlera à une autre occasion. Et du coup, pour synthétiser, microcontrôleur, processeur applicatif et processeur générique, et ben voici ce qu'on a. MCU, comme tout est intégré en plus, ben vous n'avez rien à router en plus, donc le PCB est très simple. Alors que le GPP, il faut rajouter les connexions pour le disque dur, tous les autres périphériques sur la carte mère et la RAM. La RAM, il y a une particularité qui fait que c'est très chiant à router. Est-ce que vous savez? C'est très chiant de concevoir le PCB, le circuit imprimé, et les pistes pour la RAM. Pour quelle raison? Ouais. Alors il y a beaucoup de sorties, ouais. Alors ça c'est chiant, effectivement. Je vous ai parlé très rapidement de... Non, c'est pas avec vous aussi. Série contre parallèle. Ah oui. Si, voilà, c'est très chiant ça. Mais ouais. Il n'y a pas une histoire de... la taille des bus? Pas la taille. Ce qu'on entend par taille de bus, souvent c'est le nombre de pistes, c'est la largeur. Il n'y a pas une histoire du faut, je sais pas, 2 bus pour une barre de RAM? Non, non, c'est pas ça. C'est que si vous voulez aller vite, il faut que toutes vos pistes soient exactement la même longueur. Et comme vous avez beaucoup de pistes à tirer en même temps, vous allez vous retrouver sur les cartes mères, vous pourrez regarder, des fois il y a des petits serpentins comme ça, de pistes, juste pour faire en sorte que toutes les pistes d'une donnée aient la même longueur. Parce que si vous avez un virage comme ça, vous voyez bien, hein, c'est comme sur la piste en athlétisme, ici j'ai beaucoup plus de distance que là, et donc mes données qui partent là à l'instant t égale 0, enfin t0, ici n'arrivent pas toutes au même moment sur le destinataire. Okay. Donc ça c'est extrêmement chiant à router. D'une part c'est chiant à router, mais du coup ça veut dire que comme il y a beaucoup de pistes à router, ça coûte cher, mais comme c'est chiant, il faut payer l'ingénieur qui est capable de le faire. Et donc ça coûte plus cher aussi. Donc voilà, tout ça fait que GPP, on va partir sur un truc qui coûte très cher, microcontrôleur, sur un truc qui coûte vraiment pas cher. Et voilà. Ça va? Je parle très rapidement du GPU, mais très rapidement. Ça, c'est le processeur graphique. Vous voyez directement le truc qui doit vous sauter à l'œil, là? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Beaucoup de CPU. Okay. L'idée, c'est d'être capable de faire beaucoup de calculs en parallèle. Okay. À côté de ça, il y a, sinon ça ressemble beaucoup à un GPP dans le sens où vous n'avez pas de périphérique en entrée, vous avez la cache, vous avez des contrôleurs mémoire, vous avez un contrôleur d'entrée-sortie, et c'est tout. Okay. Mais c'est juste massivement parallèle, il y a beaucoup de CPU. Et voici un DSP, donc c'est le microcontrôleur orienté calcul. Il y a un truc qui doit vous frapper, c'est que c'est exactement le même schéma que le microcontrôleur. Il y a juste que le CPU va être un petit peu différent en interne. Okay. On vous a parlé par exemple des divisions, peut-être, qui ne sont pas faciles à faire en C. Alors en fait en C ici c'est très facile, mais derrière il n'y a pas d'opération, il n'y a pas de matériel associé à la division. C'est-à-dire le plus, vous avez un additionneur, c'est des portes logiques qui sont forgées dans le silicium. Okay. Le multiplier, pareil. La division, c'est pas vrai. Vous n'avez pas de partie matérielle qui fait ça. Donc c'est-à-dire on émule avec un micro-algorithme la division. Donc ça prend du temps. Okay. Et ben, le DSP, il y a des opérations comme ça qui d'habitude ne sont pas forgées, qui sont émulées. Et ben, lui, il va les forger et directement les intégrer. Typiquement, vous voyez souvent en traitement du signal, somme de je sais pas quoi fois je sais pas quoi. Okay. Ça, c'est vraiment la base de toutes les formules en traitement du signal. Ça, c'est ce qu'on appelle une multiplication-accumulation, une somme de produits. Okay. Et bien ça, cette opération-là, elle va être forgée dans le silicium, elle va se faire en un seul coup d'horloge. Donc ça, gros temps de calcul. Pareil, certains DSP ont directement une FFT intégrée, mais forgée encore dans le silicium. Okay. FFT, c'est clair pour tout le monde? Ouais. Okay. Bref, voilà. Sinon, ça, c'est comme un microcontrôleur. Ça vous va? Donc du coup, j'avance un peu. Et nous, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le GPP, sur le processeur générique, donc celui que vous retrouvez dans les PC. Lui, s'il y a un mot-clé là-dessus, c'est sa polyvalence. Il peut tout faire.
Okay. Pour le microcontrôleur, je vous rappelle les mots-clés associés. Pas cher, consomme pas, et puis éventuellement faible puissance. Okay. Mais pas cher, consomme pas, voilà, c'est ce qu'il faut retenir sur le microcontrôleur. Et pour le GPP, il faut retenir polyvalence. Vous pouvez aussi retenir cher et consomme beaucoup, mais en général, on essaie de retenir le bon côté des choses. Et donc du coup, lui, comme il est polyvalent, l'idée c'est qu'il puisse exécuter n'importe quel type de code, y compris les codes qui sont vraiment pas optimisés. Un système d'exploitation, c'est pas optimisé. Et je vais même aller plus loin, c'est pas optimisable. Pourquoi? C'est que des tests. Est-ce qu'il a cliqué? Où est-ce qu'il a cliqué? Quand est-ce qu'il a cliqué? Avec quel bouton il a cliqué? Okay, c'est que des tests, un système d'exploitation. Donc c'est hyper galère à optimiser. C'est pas un algorithme de calcul où on se dit, tiens, je vais trouver une technique mathématique qui va me permettre de faire 2 opérations en une. Ça, c'est pas possible. Pas avec un système d'exploitation. Donc du coup, là, bah, par exemple, un petit extrait du code de Linux, où c'est vraiment que des tests. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire tourner avec ça? On peut faire tourner des choses, on va dire, basiques. Style un diaporama, style un IDE. Un IDE, ça consomme pas trop de ressources, tant que vous compilez pas, ça va dépendre. Et puis voilà, là, par exemple, vous avez mon moniteur système qui est affiché, je ne sais pas si je peux vous le montrer là. Toc. Voilà, il apparaît là. Et là, on voit un petit peu la charge des CPU qui sont en train de tourner. Alors là, je suis sur une charge relativement élevée quand même, hein, pour un usage où j'ai l'impression juste de diffuser. Mais c'est aussi parce que j'enregistre en même temps. Et du coup, ça commence à pomper un petit peu. Mais là, du coup, vous avez les 16 cœurs. Alors en vrai, j'y reviendrai dessus. Mon processeur, c'est un 8 cœurs physique, 16 cœurs logique. Donc, j'y reviendrai. Mais voilà, du coup, ça consomme un petit peu. Et vous avez, voilà. Sinon, à part ça, j'ai un usage qui est relativement standard, en tout cas en l'état actuel. Mais par contre, ça n'empêche pas de faire des choses un petit peu bourrin. Je suis pas sur la belle image. Ça n'empêche pas de faire des choses un petit peu bourrin, style traitement audio, traitement vidéo. Okay, c'est possible. Si vous n'avez pas de carte graphique, bah, vous allez entendre le ventilo, pas mal. Mais sinon, c'est possible. Et voilà, là en fait, ça illustre un petit peu la polyvalence du GPP par rapport à ça. Quoi. On peut retrouver aussi le GPP dans des cas assez particuliers. Donc, GPP, on pense souvent, quand on pense Intel, AMD, processeur de PC, mais en fait, on peut le retrouver dans des systèmes un petit peu, enfin, auxquels on ne s'attendrait pas. Quoi. Alors par contre, c'est pas le GPP qui va faire tous les organes de sécurité, par exemple du Rafale ou d'un radar. Ça, on y reviendra, surtout en 2e semestre, parce que tout simplement, c'est un processeur qui n'est pas déterministe. Vous exécutez du code avec un Intel, une fois sur l'autre, le comportement ne sera pas le même. Okay, et ça, c'est fait à la fabrication interne du processeur. On y reviendra aussi. Donc voilà, par exemple, un exemple de carte embarquée, enfin, avec un processeur Intel pour l'embarquer, et voilà. Alors du coup, le GPP, historiquement, des fois on appelle ça aussi microprocesseur, mais ça c'est un terme qu'on va éviter pour plusieurs raisons. Voilà, le premier processeur, on en a parlé, c'est le Intel 4004, sorti en 71. Donc là, ça lui fait une belle cinquantaine d'années. Et on a évolué petit à petit jusqu'au 80-88. Moi, je vous ai montré le 80-85 sur la carte que je vous ai fait circuler au premier cours. Ouais. Et puis, on a le Pentium qui est arrivé, voilà, 93, 2006. Et on va dire la génération actuelle, elle date de milieu 2000, à peu près. Okay. Alors, quand je dis génération, je ne parle pas 12e, 13e, 11e génération, tout ça. Mais on va dire l'architecture actuelle, elle se base plutôt là-dessus quand même. Donc du coup, Intel, vous avez sûrement entendu parler de Core i3, i5, i7, i9. Et voilà. Est-ce que c'est là où... Ouais, pourquoi pas. Alors, là très rapidement, je ne rentre pas dans le détail, juste, vous avez entendu parler de la loi de Moore, qui disait à l'époque que le nombre de transistors par surface doublait tous les 18 mois. Donc ça, c'était dans les années 60, je crois. Début des années 80, elle a été révisée pour dire que c'est tous les 2 ans qu'on double le nombre de transistors. Et depuis 2000, cette règle est caduque. On dit qu'on est rentré dans l'ère de More than Moore. En fait, avec... je vous ai montré là les transistors où il y a la source, le drain. Si on réduit, en fait, on commence à avoir des effets collatéraux qui ne sont plus négligeables par rapport à sur les très grandes distances.
Et donc, pour ces raisons-là, on est obligé de changer le procédé de fabrication. On ne peut plus réduire aussi vite. Alors, on arrive encore à réduire, mais on ne peut plus réduire aussi vite. Par contre, on est obligé de trouver des stratagèmes qui font qu'on va réussir quand même à intégrer un petit peu plus. Vous êtes peut-être trop jeune pour ça, mais dans les années 90, les processeurs, l'idée c'est on augmente la vitesse. Forcément, plus on va vite, plus on fait des traitements. Et pourquoi on allait plus vite? Parce qu'on arrivait à réduire. Depuis les années 2000, la fréquence des processeurs, elle augmente certes, mais elle augmente beaucoup plus doucement qu'avant. Et ça, c'est par rapport au fait qu'on n'arrive plus trop à réduire la distance entre la source et le drain. Et donc, on n'arrive plus à augmenter la fréquence. Ok? Je ne rentre pas sur le détail. Je peux juste vous rediriger sur une vidéo, je pense que je l'ai mise sur la page Moodle. Et je vous montre très rapidement une partie ou deux. Donc c'est une vidéo d'une trentaine de minutes, mais c'est une vidéo qui allait bien. And we'll be flipping between these two sides to get a complete picture. Let's start by opening up this desktop computer, focusing on the CPU and taking a look at what's inside. Here we have an integrated circuit, or die, which we'll refer to as a chip. This chip has 24 cores, a memory controller, a graphics processor, and many other sections. Within one of the cores, we can see its block diagram and the various elements. Zoom in. Hop là. Du coup, au niveau du cœur, là, on va revenir dessus. C'est à l'intérieur du cœur qu'on a le CPU. Okay. Et on va voir qu'au final, sur la totalité des surfaces ici, il y a vraiment très peu de choses qui représentent vraiment le calcul à proprement parler. Zooming in on this multiply block, we find a layout of 44,000 transistors that physically execute 32-bit multiplication and constitute just 0.00017% of the overall 26 billion transistors in the CPU. Zooming in even further, we see layers of metal wires or interconnects, and at the very bottom are the transistors that form the basic logic gates. Donc je ne vais pas aller plus loin que ça pour cette partie-là, mais là justement le transistor, il n'est pas plan comme on vous l'avait présenté, comme je vous l'ai présenté au tout départ. Et voilà, ça fait partie de toutes les modifications qui ont été apportées aux étapes de fabrication. Si ça vous intéresse, du coup la vidéo, c'est franchement moi la meilleure que j'ai vue sur la partie étape de fabrication. Where we'll be releasing behind-the-scenes footage of our work and updates for upcoming videos. If you find what we do useful, we would appreciate steps and just have to manufacture the silicon wafers by refining quartzite into pure silicon and then growing a monocrystalline rigorous testing to figure out if it works as intended. Donc, comme j'ai coupé la phrase en plein milieu, vous avez le wafer. Donc le wafer, c'est la galette sur laquelle tous les processeurs vont être fabriqués. Donc, là, l'encadré blanc, on appelle ça un die. Donc c'est une puce qui va être découpée puis après mise dans le boîtier. Et en fait, là, c'est la partie où on va tester tout ça. The CPU works, that's great. But frequently, a particle or photomass defect has damaged a section of the integrated circuit, rendering that section defective. These semi-functional circuits are then categorized or binned based on what still works. These Intel 13th Gen processors are sold as an i9, i7, i5, or i3, depending on how many cores are functional with different product lines of CPUs whose onboard integrated graphics sections are... Et juste pour dire, du coup, vous avez vu, au final, c'est le même masque qui est appliqué pour fabriquer tous les processeurs. Et selon le nombre de défauts, i3, i5, i7, i9. En général, ça se fait par rapport à l'emplacement par rapport au wafer. Donc, le wafer, c'est une galette qui fait 40 cm maintenant. Et plus vous êtes au centre, plus ce sera propre. Plus vous êtes sur les extérieurs, plus ce sera sale. Et donc, on va se retrouver avec des choses comme ça. Defective. These wafers are transported to another building where the chips are cut out using a laser, flipped over, and placed on an interposer, which distributes the connection points to a printed circuit board, while a protective heat-conductive cover is placed on the back side. The printed circuit board holds the landing grid array that interfaces with the motherboard, as well as various electrical components. Next, an integrated heat spreader is mounted on top,
and the entire assembly is tested one last time before being packaged for sale. Voilà. Moi j'aime bien. Des questions déjà là-dessus? Je m'arrête parce qu'on doit être à peu près mi-séance là. Tu veux un peu plus? Des questions? Non? Enfin bref, voilà, si vous avez un peu de temps à perdre, vous pouvez regarder cette vidéo, elle est vraiment bien. Ok, donc ça c'est juste l'évolution des processeurs, c'est à titre informatif. Moi j'ai pas d'informations à vous apporter là-dessus. Et juste petit historique rapide, hein. Je reprends. 4004, premier processeur 4 bits. 8008, premier processeur 8 bits. On est passé sur 8086, qui est premier processeur 16 bits. Et c'est de là qu'on tire le jeu d'instructions x86. Vous avez entendu parler, il me semble que j'en ai déjà parlé, de x86. x86, ce sont tous les processeurs qui ont un jeu d'instructions qui dérive, qui hérite plutôt, du 8086. Et si vous regardez la date, 78. Ça veut dire que là, on est à 46 ans. Les processeurs que vous utilisez aujourd'hui, en fait, héritent tous du 8086. Et donc, ont tous un jeu d'instructions qui date de 46 ans. Il a évolué un petit peu. J'y viens tout de suite. Du coup, 386. Donc, c'est toujours une ISA x86. Par contre, on la suffixe de -32 pour dire que cette fois-ci, c'est une architecture 32 bits. Et elle est rétrocompatible avec l'architecture 16 bits. C'est-à-dire que les registres, les unités arithmétiques logiques qui étaient capables de faire du 16 bits avant, et ben maintenant c'est 32 bits et elles sont toujours capables de faire du 16 bits. Donc c'est rétrocompatible. L'idée c'est, ok, vous achetez un nouveau processeur, vous n'êtes pas obligé de remettre à jour tous vos logiciels. Vous pouvez garder les mêmes logiciels qu'avant. Donc on a le Pentium qui est pareil, processeur 32 bits. Le Pentium 4, processeur avec 2 cœurs logiques. Pareil, j'y reviendrai, ça fait plusieurs fois que je le tease celui-là. Et puis, processeur 64 bits qui arrive. Et en fait, AMD a toujours suivi Intel sur le jeu d'instructions. Sauf sur le 64 bits où c'est AMD qui a pris le devant et qui a créé une architecture 64 bits. Et Intel a suivi. Et on se retrouve avec, du coup, au niveau des corps 2, l'architecture x86-64. Rétrocompatible 32 bits et 16 bits. Donc encore une fois, les processeurs d'aujourd'hui sont rétrocompatibles avec un processeur de, 78. Donc si vous avez encore un code qui date de 78, qui n'a pas été modifié depuis, eh ben, vous pouvez l'exécuter sur votre machine actuelle. Okay. C'est un avantage, mais c'est aussi un héritage qui est lourd, parce que ça veut dire qu'en fait, il y a plein de trucs qui ont été mal pensés à l'époque, qui seraient faits différemment aujourd'hui, et ben, qui subsistent et qui restent encore. C'est aussi pour ça que les processeurs Intel, ils commencent vraiment à mal vieillir, entre guillemets, Intel et AMD. L'architecture, elle n'évolue pas, en fait, elle est très difficilement évolutive. Et puis voilà, hein, depuis 2008 à peu près, voilà, on a toute la génération des corps i3, i5, i5 et i7, i9 qui succèdent jusqu'à aujourd'hui, 2024. Et voilà. Ok. Donc là, à la limite, le seul truc à retenir là-dedans, c'est que ouais, on date d'une architecture, enfin, on utilise une architecture qui date de, au final, 78. Et l'architecture 8086. Donc ce processeur-là, on l'a vu déjà un petit peu. La cache, j'en reparlerai plus tard. Ok. Gardez juste que c'est un mécanisme d'accélération de la mémoire. Ok. J'en reparlerai plus tard. On a les CPU qui vont faire le traitement. Donc on va zoomer dedans au prochain chapitre. Et puis les contrôleurs mémoire. À l'intérieur d'une puce, donc d'un boîtier de processeur, on va se retrouver avec deux puces. Alors en réalité maintenant, vous pouvez même le voir dans la vidéo, le processeur graphique est même directement intégré au GPP maintenant. Mais à une époque, il y avait les deux qui étaient sur un seul circuit intégré, ce qu'on appelle un system on chip. Un GPP sur une puce, plus un processeur graphique sur la même puce, donc un system on chip. Et ce qui fait que, c'est assez bizarre à le dire, mais c'est comme ça, Intel est le leader de du processeur graphique au monde. Voilà. C'est pas Nvidia qui est leader, on va dire, sur les processeurs graphiques dits haute performance, mais en total de vente, c'est Intel qui est le leader. Petit zoom sur le Intel i5. Donc celui-là, il faudrait que je reprenne l'année, mais il est un petit peu vieux. On va retrouver 4 cœurs qui sont ici. On va retrouver la cache ici. Dès lors, vous voyez que ça ressemble à des genres de tableaux.
c'est la mémoire. Okay. Sur les extérieurs, on va retrouver l'interface PCIe, l'interface mémoire et l'interface entrée-sortie. Avec notamment le Start Bridge, qui, pour rappel, est là pour gérer les communications avec les périphériques jugés lents. Alors que sur les contrôleurs d'entrée-sortie, ici, on va avoir les périphériques jugés rapides. Ok. Et ça, du coup, le GPP, il est toujours intégré à une carte mère qui, comme on l'a déjà dit, va être équipée de RAM, va être équipée d'un disque dur qui sort des ports SATA, donc HDD ou SSD, et après, derrière, vous rajoutez ce que vous voulez, notamment, éventuellement, une carte graphique ici. Donc GPP, RAM, enfin, emplacement RAM et emplacement périphérique. Le chipset, j'ai failli oublier, et j'ai pas marqué l'HDD, j'ai pas dit. Ok. Alors le truc qui est un petit peu bizarre avec les GPP, c'est que c'est un processeur qui dit super scalaire. Ok. Déjà, vous allez travailler avec un processeur scalaire. Le microcontrôleur, il est capable de traiter une instruction, et chaque instruction est capable de traiter une donnée. Ok. Les processeurs superscalaires, ils sont capables de gérer plusieurs instructions différentes, et ces instructions peuvent éventuellement gérer plusieurs données. C'est-à-dire que je peux faire, en gros, tableau 1 des cases 0 à 3, plus tableau 2 des cases 0 à 3, égale tableau C des cases 0 à 3. Et ça en une seule instruction. Donc je peux additionner 4 cases d'un tableau, même plus encore, en un seul coup. Okay. Donc ça, c'est un petit avantage si je veux effectivement accélérer tout ça. Il y a un autre truc qui est particulier, c'est que quand vous écrivez un code, vous allez le voir, on écrit un code en C, on va retrouver les instructions assembleurs associées. Et on va les retrouver dans un ordre logique qui est le même ordre dans lequel on a écrit nos instructions en C. Et bien le processeur, lui, va se dire, je ne vais pas les exécuter dans cet ordre-là, je vais changer l'ordre. Et ça, c'est assez particulier. C'est notamment ça qui fait que ce n'est pas déterministe. Que le processeur, en fait, on ne sait pas dans quel ordre il va exécuter les instructions. Et donc voilà. Donc pour lui, ça lui permet d'accélérer certaines choses. Notamment, il va remarquer au final dans votre code que, au final, il y a des instructions que je peux mettre avant ou d'autres que je peux mettre après parce que je n'ai pas de dépendance de données. Donc ça, c'est cool pour lui. Et il va plus vite comme ça. On a une étage de prédiction au branchement. Ça, j'en reparlerai. Le pipeline, ça vous parle ou pas? Ouais? Ça parle à tout le monde? Pas sûr de ça? Non. Ok. On en reparlera un petit peu plus tard, mais le pipeline, si vous avez dû le voir très vite fait en système embarqué l'an dernier, mais on reviendra dessus de toute façon. Il y a des étages d'instruction RISC-like, même si le jeu d'instruction est CISC. Alors RISC, c'est Reduced Instruction Set Computer, et CISC, c'est Complex Instruction Set Computer. Et là, on peut voir la différence déjà entre le Intel et le microchip. Le microchip que vous avez utilisé, toutes les instructions, elles font 16 bits. Toutes, à part quelques exceptions. Sur le Intel, vous avez déjà vu dans l'assembleur le code binaire associé aux instructions. Il y a des instructions qui font 1 octet, d'autres qui font 3 octets, d'autres qui font 5 octets, et ça change tout le temps. Okay. Et ça, c'est ce qu'on appelle un jeu d'instructions. Enfin, c'est une des caractéristiques d'un jeu d'instructions complexe. Les jeux d'instructions réduits, simples, donc très peu d'instructions, et puis elles sont faciles à décoder tout ça. Ok. Donc, je reviens juste sur le processeur ici pour vous montrer un truc. C'est que ça, PCIe, c'est pour communiquer. C'est pas pour faire du calcul. Memory controller pour communiquer. MISC, IO, c'est pour communiquer. La cache, c'est pour stocker des données temporairement. C'est pas une vraie mémoire, encore une fois. Ce qui fait que, déjà, là, si on regarde la surface, il n'y a que 1/3 qui représente les cœurs qui sont censés faire les calculs. Okay. Donc déjà, beaucoup de silicium pour, au final, pas vraiment traiter. Et ensuite, si je prends un cœur en particulier, il y a différents étages encore à l'intérieur, et les unités d'exécution, ça représente que 1/6 de tout ça. Donc ça veut dire que vraiment, sur votre processeur, vous n'avez que très très peu de surfaces de silicium qui sont vraiment dédiées au calcul. Okay. Et si à la limite, là on peut retrouver là-dessus le pipeline, on va en parler très vite fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez des 4 étages du cycle d'exécution d'une instruction. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais, il y a le fetch, décode, execute, write back, ou store des fois. Donc effectivement, une instruction, elle va se décomposer en 4 étapes majeures. Après, en fait, sur ces processeurs-là, c'est encore redécoupé en dessous. Mais première chose, fetch.
il faut que j'aille chercher l'instruction mémoire programme et que je la ramène au niveau du CPU. Deuxième, décode. Ben, une fois que j'ai ramené au niveau du CPU, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je devrais activer la fonction multiplication, la fonction addition? Okay. Une fois que j'ai décodé, que j'ai compris ce que je vais faire, je le fais, execute. Et ensuite, j'ai la partie write back, donc je stocke le résultat que je viens de générer. Okay. Ben, en fait, le fetch, on peut le retrouver ici. Le décode, il est ici. Et l'execute, il est là. Et le write back, il va être par là. Ok. Et du coup, là, on retrouve les différentes étapes là-dessus. Mais par contre, en réalité, comme je vous l'ai dit, hein, là, on doit être à 1/6 du processeur, où c'est que du calcul à proprement parler. Enfin, 1/6 du cœur, pardon, pas du processeur. Ok. Et ce qui fait que tout ça, au final, c'est carrément surdimensionné pour faire le traitement qu'on a envie de faire. On a clairement un manque de performance si on ramène ça au niveau des watts. C'est pas déterministe. Il y a beaucoup de défauts à ces processeurs-là. Par contre, j'en reviens au mot-clé. C'est quoi le mot-clé de ces processeurs-là? Polyvalence. Voilà. On peut tout faire avec ces processeurs-là. Okay. Mais si je prends ça, je calcule la puissance de calcul divisé par le nombre de watts, c'est le pire processeur au monde. Voilà. Il n'y a pas photo, c'est le pire. Mais du coup, comme ils sont polyvalents, voilà, on peut porter un OS lourd dessus, exécuter des logiciels lourds dessus, donc traitement vidéo par exemple, j'en ai parlé. Et voilà. Et pour résumer un petit peu l'ensemble, eh ben, on se retrouve avec donc des processeurs qui sont dits superscalaires, ce qui implique que les instructions sont exécutées dans le désordre, donc truc complètement aberrant, enfin en tout cas surprenant. Prédiction de branchement, on y reviendra plus tard, non déterministe, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quel temps va prendre un programme à se lancer par exemple, ou à s'exécuter, et très mauvais en termes de puissance de calcul par rapport à la puissance électrique. En termes de mémoire, le truc qui va nous intéresser, on verra ça plus tard, c'est la partie cache processeur. Ça aussi, ça apporte du non-déterminisme. On y reviendra un petit peu plus tard là-dessus. Et puis le modèle mémoire, ça, je suis même pas sûr d'en parler. Et pour préciser, je n'ai pas mis à jour, hein, mais si on regarde la tendance, on est encore dans la même chose. C'est-à-dire qu'on se tire la bourre entre Intel et AMD, ok, et il n'y a pas de troisième. Quand vous faites, j'ai essayé plein de fois, j'ai essayé tous les points, vous mettez sur les deux points, vous faites la somme, ça fait 100,0%. Voilà. Il n'y a pas de troisième acteur sur le marché. Voilà, ça c'est clair et net. Donc Intel, AMD, et encore une fois, je le redis, Intel et AMD sont compatibles, ce qui fait que quand vous téléchargez un logiciel, depuis n'importe quel site web, vous n'avez pas à vous soucier de est-ce que vous êtes sur Intel ou est-ce que vous êtes sur AMD, ça fonctionnera. Par contre, du coup, pour Mac, c'est autre chose, surtout avec les M1 maintenant. Ok. Question déjà sur les processeurs, sur le GPP? Non? Vous avez dû voir passer un schéma avec une pastille, hein, donc c'est un des schémas à retenir. Je vous laisse refaire ça en relisant le cours.